Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer. J'attendais un top départ. Bah, écoutez, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me nomme Christophe Klotz. Je suis le directeur de l'engagement sociétal, de la RSE, du groupe Liebo. Alors, le groupe Liebo, en quelques mots, c'est un groupe familial vendéen. Nous sommes environ 4600 collaborateurs répartis sur 5 pays. Voilà, avec des marques. Nous sommes des leaders français de la menuiserie extérieure avec des marques iconiques comme Caline, que vous connaissez certainement mieux que Groupe Liebo. Nous sommes multimatériaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'aluminium, tout simplement parce que il y a une actualité très importante dont je parlais déjà l'année dernière, mais cette année, voilà, les choses se sont accélérées. C'est avec beaucoup de fierté que je vais vous montrer ce qu'il en est au travers même d'une vidéo. Voilà, histoire d'avoir quelque chose un petit peu plus animé. J'ai démarré cette conférence l'année dernière en replaçant ça, tout ce que je peux vous dire dans un contexte plus global, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Lorsque l'on est dans l'engagement sociétal, vous allez parler évidemment d'environnement, de social, de socio-économique. Et quand vous parlez d'environnement, à un moment ou un autre, il faut être un petit peu sérieux, il faut ramener ça à l'enjeu le plus important, qui est celui du dérèglement climatique. Je pensais Évidemment, je savais que j'avais tort, comme toutes les personnes qui sont un petit peu informées, ne serait-ce qu'à cause de l'inertie climatique, que ce que nous vivions il y a un an, peut-être que c'était une espèce de surchauffe à un moment. En fait, il n'en est rien, puisque d'après le World Weather Attribution, dont j'ai recherché les éléments, nous avons vécu en 2025 157 événements climatiques majeurs, que ce soit des inondations, que ce soit des tornades à travers le monde. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... Il y a un modèle derrière qui permet de dire si c'est un événement climatique majeur, mais en tout cas, sur les 157, à chaque fois, que ce soit une inondation, que ce soit un événement sous forme de tornade ou de chaleur extrême, eh bien, ce sont à chaque fois des millions de personnes qui sont déplacées et de toute façon plusieurs centaines de morts. Donc 157 événements extrêmes. Et sur les 157, parmi les 28 les plus importants, 22 sont scientifiquement, et c'est prouvé scientifiquement, directement reliés au dérèglement climatique. Ça montre à quel point, en fait, ça nous impacte et ça n'est probablement que le début. L'ensemble de ces aléas provoque des dégâts, alors humains, mais aussi matériels, puisqu'on estime entre 200 et 300 milliards d'euros de dégâts à travers le monde. Là, les 120, c'est uniquement sur les événements qui sont indiqués là, avec évidemment, tout le monde s'en souvient, il y a à peine quelques mois, les incendies à Los Angeles qui ont provoqué 400 morts et 30 milliards d'euros de dégâts. Sauf que lorsque l'on y réfléchit bien, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en tant qu'entreprise responsable, en plus leader dans son domaine, on se doit d'être un acteur et d'avoir un rôle à jouer. Il faut ramener ça simplement à l'empreinte carbone d'un Français moyen. Vous savez, j'enfonce une porte ouverte. Le quart de cette empreinte carbone est directement lié en fait au logement, à l'habitation, que ce soit sa construction ou son usage. Et à l'intérieur, les menuiseries, nous sommes entre 3, 5, 7%, ça dépend du... Voilà, nous représenterons entre 3 et 7% de cette empreinte. Pour autant, ce qui est toujours impressionnant avec ce graphique, qui date un petit peu, mais malgré tout, il est toujours aussi impressionnant, on voit bien que ce que l'on attend à horizon 2050 pour arriver enfin à ces fameux 2 tonnes en équivalent carbone par Français, il faudra que nous réduisions de 90% l'empreinte du bâtiment. Autrement dit, chaque partie de ce bâtiment doit faire sa part. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre niveau. Et lorsque l'on ramène ça à l'échelle de l'entreprise, et là encore pour les personnes parmi vous qui sont très informées, on s'aperçoit que sur le bilan carbone de l'entreprise, c'est essentiellement notre amont, ce sont nos matières premières qui impactent le plus, même si, comme dans notre cas, nous sommes un industriel avec de nombreux sites,
avec un grand nombre de collaborateurs, opérateurs. Eh bien non, c'est 80-90% de cette empreinte qui est liée à notre sourcing. Et quand vous êtes une entreprise, là je vais parler de K-Line qui est spécialisée dans l'alu, il faut à un moment se poser la question, sur le long terme, qu'est-ce qu'il faut avoir comme type d'aluminium? Il est évident que c'est un aluminium qui doit être absolument recyclé, et pour arrêter d'impacter les ressources naturelles, il faut qu'on arrive un jour ou l'autre à ne plus extraire de bauxite, la transformer en alumine, et pour en faire de l'aluminium. Il faut vraiment faire des efforts. Or, ce qui se passait, c'est que nous nous sommes rendus compte, il y a environ 5 ans, que ce serait extrêmement compliqué pour un groupe français comme nous, européen, de disposer du sourcing nécessaire. Donc la décision a été prise, alors que nous ne sommes pas un fondeur, nous sommes avant tout un fabricant de menuiserie, d'investir dans une fonderie. Quand vous êtes un groupe familial qui tangente avec le milliard d'euros de chiffre d'affaires, d'investir 50 millions, entre 40 et 50 millions dans une fonderie, c'est un pari assez fou que nous avons relevé avec l'aide de la BPI, avec aussi un partenaire, un autre groupe familial vendéen. Et voilà, nous avons décidé d'investir. Et cette fonderie est aujourd'hui opérationnelle. Elle s'appelle Corallium, donc elle fait partie de la holding familiale de la famille Liébaud. Elle est basée à Saint-Hermine, en Vendée. Donc pour ceux qui ont l'habitude peut-être d'aller en vacances du côté de la Tranche-sur-Mer, voilà, nous ne sommes pas très loin, dans un lieu qui en plus est en déprise économique, donc c'est doublement intéressant, socialement et environnementalement parlant. Et moi ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo, parce qu'il s'agit de la fonderie aluminium bas carbone la plus complète de France, puisque nous sommes la seule à avoir à la fois du tri, puisque nous ne sommes pas alimentés par ce qu'on appelle des scraps, c'est-à-dire en fait de l'aluminium qui est déjà préparé pour être juste refondu. Nous allons en fait accueillir de l'aluminium de fin de vie dans l'état dans lequel il se trouve lorsqu'il nous arrive de nos fournisseurs gestionnaires de déchets. Donc sur 7 hectares, nous récupérons des déchets d'alu, vous les voyez, relativement bruts, mais également en fait l'ensemble des chutes de production, sachant que pour rappel, l'ouest de la France est un pôle européen de l'aluminium. Là vous l'avez vu, elles sont encore barrettées, il y a pas mal d'organique dedans, de plastique. La première étape, ça consiste en fait à le broyer de manière assez impressionnante. Je peux vous dire que quand vous êtes à côté, c'est vraiment impressionnant. Le premier stade, voilà, très classiquement, on va séparer ce qui est fer du reste. Un nouveau broyage. On va séparer au maximum pour une meilleure traçabilité. Une phase de criblage dans de très grandes tromelles. Et là, à partir de maintenant, là, on passe vraiment dans de la technologie assez impressionnante, avec des courants de Foucault qui va nous permettre de séparer ce qui est aluminium de tout ce qui peut être plastique, pour éviter qu'ensuite nous ayons à trimballer ce plastique. Les rayons X que vous voyez là avec ces morceaux d'aluminium qui sont éjectés permettent en fait de séparer les types d'aluminium, c'est très important. Une phase de pyrolyse pour ôter le laquage, avec évidemment un retraitement pour éviter toute diffusion dans l'atmosphère. On a besoin de pas mal d'eau, mais nous recyclons intégralement cette eau. Et à partir de là, la fusion peut commencer dans un premier four qui va monter à 1100 degrés. Donc c'est vraiment on va dire la partie la plus énergivore du process. Il y a un deuxième four moins chaud qui va permettre une première phase, on va dire, pendant laquelle il peut y avoir du dégazage. Et enfin, la partie la plus belle aussi, parce que c'est vraiment très impressionnant, c'est le transfert de cet aluminium qui est environ à 700 degrés, pour couler ce que nous appelons la billette. Et la billette,
C'est un grand cylindre qui fait deux diamètres différents, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, 7 mètres de long. Et vous la voyez en train de se constituer. Cette billette, en fait, c'est ce qui sera ensuite transmis à ce qu'on appelle des extrudeurs qui vont ensuite faire les profilés aluminium que vous connaissez bien sous forme notamment de menuiserie extérieure. Donc ces billettes, elles sont composées en fait d'un alliage qui n'est pas encore homogène. Et si on veut absolument offrir la possibilité d'une extrusion qui soit parfaite, il faut homogénéiser ce cristal, cet aluminium. Et donc ça se fait dans un four d'homogénéisation qui est entre 5 et 600 degrés pendant plusieurs heures. Et là, le cristal va s'homogénéiser. Puis après, très classiquement, voilà, nous allons le stocker en attendant de pouvoir livrer nos clients. Donc aujourd'hui, cet aluminium, vous voyez nous l'avons appelé Corallium R80 parce qu'il est composé au minimum de 80% d'aluminium de fin de vie, que ce soit issu de chute de production, soit d'aluminium réellement de fin de vie, post-consommateur. Et je cherche mes mots parce il y avait un élément que je voulais vous dire, mais là ça m'échappe et c'est pas très très grave. En résumé, si vous voulez, nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui de pouvoir offrir au marché donc cette billette qui va alimenter l'extrusion pour ensuite alimenter nos usines de fabrication de menuiserie. Au minimum, il y a donc 80% d'aluminium bas carbone. C'est 100% français. Voilà, on sera. Il y a plusieurs fonderies en France, mais nous avons la prétention d'offrir un aluminium bas carbone 100% français. C'est une alliance de groupes familiaux. C'est très important pour nous parce qu'il a cet engagement également à l'échelle d'un territoire. C'est un projet qui s'inscrit, mais il s'inscrit toujours dans le plan France Relance 2030. Pour nous, c'est également très très important parce que nous vivons une période de désindustrialisation qui est quand même très importante. Et le fait même d'investir dans une fonderie, dans un outil industriel de cette taille, avec cet enjeu-là, pour nous, c'est une extrême fierté. Et puis voilà, nous avons été invités à Choose France il y a quelques mois. Là aussi, c'était un grand moment. Et puis pour ceux qui connaissent l'Institut Choiseul, nous avons été reconnus pionniers de la transition durable 2025, ce qui est également une grande fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà, donc la suite de l'histoire, elle va s'inscrire à partir de cette année. Cette fonderie a vu le jour, a démarré l'été dernier. Elle est en train de monter en puissance. Elle atteindra à terme assez rapidement sa vitesse de croisière avec 40 000 tonnes d'aluminium produit. Ça sera presque 2 fois plus que tous nos besoins industriels de fabrication de menuiserie. Et moi, je vous invite à rester à l'écoute des actualités du groupe Yebo et de K-Line cette année parce que voilà, il y aura des annonces qui vont être faites en courant de 2026 et on aura l'occasion, j'en suis absolument persuadé, d'en reparler à Energy Meeting l'année prochaine. Voilà, j'ai essayé de faire très court avec une vidéo. Par contre, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation.
C'est effectivement très important et moi je travaille pour une collectivité, la collectivité européenne d'Alsace. On a notre siège qui fait 26 000 m² et qui est intégralement en menuiserie aluminium. Évidemment, il n'y a pas de rupteur de pont thermique et donc actuellement les seules propositions, et on discute avec Saint-Gobain, avec d'autres, les seules propositions qui nous sont faites, c'est finalement en circuit fermé, comme on dit, de fondre toutes les menuiseries et d'en recréer. Mais en gros, ça veut dire on recycle et on jette. Dans les alternatives, alors c'est pas directement de la fonderie, hein, et j'ai vu ce que vous avez fait, c'est très impressionnant. Bravo à vous. Surtout de la fonderie en France, en Europe, c'est pas évident. Quand on est dans le réemploi et si on veut pas fondre, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est encore possible, ou est-ce qu'il faut vraiment se résoudre à tout faire fondre? Alors, la question, là où vous avez raison, c'est que s'il y a une possibilité de faire du réemploi, nous allons effectivement encore baisser l'empreinte carbone de nos produits. Par rapport à d'autres activités, il y a probablement de l'innovation encore à imaginer, à mettre en place pour faire du réemploi en menuiserie. Ça n'est pas mature, ça n'est pas mieux. Aujourd'hui, ça n'est pas mieux. Donc nous avançons step by step. Vous avez raison de dire, là je vais reprendre peut-être vos propos, quand vous dites on peut le recycler et on le jette. En fait, c'est pas ça. C'est que sur une boucle assez fermée, là vous faites allusion en fait à du tertiaire, donc là j'en profite pour faire un petit salut amical à notre filiale qui est spécialisée dans les façades et qui s'appelle Westalu, et qui a justement mis en place on va dire une initiative qui s'appelle Cyclium. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de démonter proprement une façade, de recycler le verre. Donc vous avez cité des grands verriers qui sont capables de le faire, de récupérer cet aluminium localement. Nous sommes dans un monde industriel, donc en France, on reste local, parce que vous ne savez peut-être pas, mais beaucoup d'aluminium jusqu'à présent partait pour être recyclé assez loin de France. Donc là, nous restons en France, nous récupérons cet aluminium, nous passons par une phase de refonte de cet aluminium. C'est aussi important pour assurer la qualité métallurgique de cet aluminium, parce que c'est comme une recette de cuisine. Cet aluminium qui est fondu à un moment, parfois il doit être ajusté à l'aide de certains minéraux pour avoir la qualité métallurgique pour refaire des menuiseries ou d'autres types de produits du bâtiment avec une qualité métallurgique très précise. Donc, moi je trouve que nous avons fait un pas déjà, le nous étant un nous collectif, pas seulement nous, mais le monde du bâtiment, dans cette capacité à démonter proprement par exemple une façade et refondre et pour refaire de nouveau des profilés aluminium. Mais je comprends votre question, mais ça ce sera le step d'après. Et en tant qu'Alsacien, je fais un petit salut amical à la communauté. Ça marche. On salue les Alsaciens. Bonjour, moi je m'appelle Amaury Comme les Chaud. Bretons. Hein, je suis chargé de mobilisation des entreprises chez Ecopolis. Moi je vous pose une question sur la fin de vie de ce que vous recyclez. Est-ce que vous perdez en propriété l'aluminium que vous recyclez? Est-ce qu'il est recyclable indéfiniment? Voilà, est-ce que vous avez des visus là-dessus? Alors c'est une excellente question, j'ai répondu en partie. L'aluminium que nous recevons, normalement c'est un aluminium de qualité bâtiment. Pour autant, vous avez vu au travers d'un système à rayon X, déjà on va séparer des typologies d'aluminium. N'empêche que c'est l'aluminium que nous allons rechercher pour faire ensuite des billettes qui seront transformés en profilés pour les menuiseries, a besoin d'une qualité métallurgique très particulière. Donc au moment de la fusion, il y a une analyse de cet aluminium qui est faite pour s'assurer qu'on a le bon équilibre minéral futur dans la billette. Et c'est là que nous rajoutons potentiellement un aluminium qui est là pour le coup aujourd'hui, peut être primaire ou d'ailleurs secondaire, très particulier pour permettre de réajuster, comme dans une recette de cuisine, de réajuster cette qualité métallurgique. Pour autant, on ne perd pas de propriété. C'est-à-dire que quand on fond
en refond de l'aluminium, vous ne perdez pas les propriétés. Vous devez simplement réajuster pour permettre de refaire ensuite un produit avec une qualité requise pour ce que vous allez, en fait fabriquer. Donc plus on sera amené à recycler, plus on sera amené à rajouter de l'aluminium vierge pour rééquilibrer? Non, parce que je vais vous raconter l'histoire de Corallium. Ce qui s'est passé au démarrage de Corallium, en fait, ce que nous avons reçu au démarrage, en fait, pour démarrer la fonderie, il s'est trouvé que la qualité métallurgique était exactement ce dont nous avions besoin. Donc, en fait, les premières billettes qui sont sorties étaient à 100% composées d'aluminium de fin de vie et de chute de production. Il n'y a pas eu besoin si vous voulez, de réajuster. La promesse aujourd'hui qui est faite au travers de cet outil, c'est de mettre sur le marché de façon continue un aluminium qui a au minimum 80% d'alu de fin de vie. C'est un minimum et qui va titrer 1,67 kg de CO2 équivalent par kilo d'aluminium. Par contre, il peut très bien monter à beaucoup plus. Merci beaucoup. Donc, Bonjour, Florian Banel, société Technoform. Merci pour votre présentation. Technoform, pour ceux qui ne savent pas, on est extrudeur de profilés thermoplastiques, donc notamment en polyamide pour le bâtiment. Vous avez parlé de séparer via courant de Foucault tout ce qui est plastique versus tout ce qui est alliage métallique. Qu'est-ce que vous en faites après de ces déchets plastiques? Alors, il y a une séparation. Là, vous allez me coller. Parce qu'il y a bien une séparation, ça ne va pas partir ensuite en déchetterie. L'intégralité de ce qui est séparé trouve des filières ensuite de recyclage. Voilà. Alors après, je vais être en peine de vous répondre de façon précise sur justement les organiques, comment ça va être ensuite retrié, mais en tout cas rien ne part en DIB. Voilà, si c'est la question. Par contre, je serais ravi de vous répondre, mais je demanderai à mes collègues plus précisément. Très bien, merci. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.